tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Backstage de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog lecture. Nouveau vlog lecture puisque comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en compagnie ni d'un auteur ni d'une auteure. Donc je suis en compagnie de mes lectures. Nous allons parler littérature, nous allons parler thriller psychologique, nous allons parler plein de thématiques différentes et j'ai qu'une hâte, c'est que vous commentez sous la vidéo et vous me donnez vos retours. Je vais également vous faire partager les réceptions que j'ai reçues par les maisons d'édition et des auteurs. Alors, ça vous tente? C'est parti, on y va. Nous allons débuter ce nouveau vlog avec un thriller psychologique. Alors, je vais retirer ça pour pas que ça me gêne, tac tac, et je garde les bandeaux pour ma copine Pétronie. Alors aujourd'hui, je commence avec la démesure du désir. La démesure du désir, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un thriller psychologique. Derrière le pseudo Octavia Polk se cachent deux auteurs talentueuses connues pour leur série de jeunesse et qui ont décidé de signer leur premier roman d'adulte avec la démesure du désir. Donc, dans la démesure du désir, nous allons rencontrer Romain. Romain qui est un jeune avocat brillant, ambitieux, talentueux et qui est fou amoureux de sa consoeur qui s'appelle Jade. Le cabinet dans lequel il travaille appartient à Jade. Leur histoire débute, super idylle, c'est passionnel, c'est fort, ça va vite. Jade décide de vouloir présenter Romain à sa famille. Lors d'un brunch familial, Romain rencontre Bérangère Clermont, donc la maman de Jade, Édouard Clermont, qui est le papa de Jade, mais qu'il a déjà rencontré auparavant dans des audiences ou à son propre cabinet, puisque lui-même est un grand ténor du barreau. Il fera également la rencontre de Juliette, la sœur, et du frère Jules. Oui, Jade, Jules, Juliette, les 3 J. Durant cette première rencontre, la sœur Juliette, elle en est sûre et certaine, elle est convaincue, Romain est amoureux d'elle. Ayant de nombreux points communs, Juliette décide d'inviter Romain à prendre une bière, puisqu'ils adorent la bière tous les deux, pour la petite histoire. Donc elle décide de l'inviter. Lui, pour pas la vexer, il se sent obligé de dire oui. Bah oui, il va pas commencer à se mettre à dos sa belle famille. Lui, il veut quand même une bonne image, il se met une pression pas possible pour être bien vu dans la famille Clermont. Donc, il accepte cette invitation. Mais en acceptant cette invitation, Romain va être piégé. Romain tombera dans une spirale infernale. Donc, comme il est piégé, il va se confronter à une situation qui va s'amplifier jour après jour. Puisque oui, Juliette souffre d'une pathologie. Connaissez-vous l'érotomanie? Juliette souffre de ce syndrome, cette maladie d'amour. Entre les illusions délirantes de Juliette et la vraie réalité, comment Romain va-t-il sortir de cet enfer? Va-t-il en parler à Jade? Va-t-il en parler à son beau-père? Comment se sortir de cette spirale qui va empirer au fur et à mesure des pages? Mais oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie d'amour, elle est aussi bien effrayante, passionnante, mais aussi également très dangereuse. Pour savoir comment Romain va se sortir de cette spirale, je vous invite à lire La démesure du désir. Ce roman est composé en 3 parties. 3 parties, pourquoi? Parce qu'il permet au lecteur de comprendre la pathologie de Juliette au fur et à mesure des pages. Le lecteur est pris dans cet engrenage, la tension monte, le suspense est à son comble. Moi, personnellement, j'ai adoré. La plume des auteurs, mais elle est fine, elle est fluide, elle est incroyablement addictive puisqu'il est impossible de lâcher ce roman. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai lu en une nuit. Cette lecture glaçante nous emmène dans les profondeurs de l'enfer et je vous invite à découvrir ce joli thriller qui est vraiment une lecture passionnante. Allez, cette fois-ci, on va continuer sur un roman historique. Je vous propose Aux 4 vents d'Amélie Antoine, paru le 13 octobre 2022 chez XO Éditions. À savoir, moi j'ai eu l'immense privilège d'assister à la soirée de lancement d'Amélie qui nous a expliqué pourquoi est-elle sortie de sa zone de confort. Je vous laisse je vous laisse le découvrir. Selon moi,
malgré qu'elle soit sortie de cette zone, ce roman reste une réussite. J'étais pas très loin du coup de cœur. Donc ce n'est pas un coup de cœur, mais sincèrement, je l'ai lu quand même assez rapidement et je vous conseille quand même de l'enchaîner. Voilà, de faire une lecture très suivie sur ce roman. D'abord, j'ai adoré personnellement la couverture de ce roman. Le titre en jaune fait bien ressortir le côté, l'image noir et blanc. Et j'aime beaucoup la couve. Si je devais résumer ce roman en quelques mots, je vous dirais mystère, secret, mensonge, amour, trahison, regret. 1985, Sabran-sur-la-Lys. C'est un petit village paisible situé au nord de la France où tout le monde se connaît, tout se sait et surtout rien ne s'oublie. Nous allons faire la rencontre de l'acquéreur, un propriétaire de château qui s'appelle Clément de Clercq. Un jour, un matin, les villageois vont découvrir que ce cher Clément va racheter toutes les maisons du village. Il va y ôter les portes, les fenêtres et du coup les mettre aux 80. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi ces habitations sont abandonnées et sont ouvertes aux 80? La réponse est dedans. Afin de comprendre pourquoi Amélie Antoine nous ramène 40 ans en arrière, nous y rencontrerons également Léa. Du coup, Léa, elle va essayer de résoudre tout ce mystère et elle va tout tenter pour sauver son village où elle a grandi tout le long de son enfance. Pour cela, Léa va déterrer les secrets les plus enfouis que beaucoup de personnes veulent oublier. Il va falloir recoller un petit peu les morceaux comme dans un puzzle. Il va falloir réemboîter les pièces. Comme vous l'avez compris, ce roman est sur une double temporalité. L'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, en alternance avec les années 80. Les destins vont être entremêlés. Donc Léa, Clément et Charlotte. Des souvenirs, des secrets vont remonter à la surface, mais la vraie question qu'on se pose dès le début, c'est quels liens ont-ils? J'ai trouvé que ce roman, il est fort et il est poignant. Amélie Antoine nous présente un panel de personnages aussi bien attachants que détestables, faut le savoir. Il va y avoir des rebondissements, du mystère, beaucoup de mystère, du suspense. Les pages, pareil, elles se tournent toutes seules. On est pris dans l'engrenage de cette histoire. Je suis passée par un petit peu d'adrénaline. J'ai eu des émotions. Alors, comment vous dire? Les émotions, je les ai pas eues par procuration des personnages, mais je pense que je les ressentis surtout dans la plume d'Amélie. Comme je vous disais, Amélie, elle a une sensibilité, elle dégage une plume fine et plume délicate. Enfin voilà, une plume emplie de sensibilité. Je vous invite à plonger au cœur du passé de tous ces habitants qui n'ont pas forcément envie de revivre ça. Et je vous laisse vous lancer dans une quête éperdue d'identité. Donc j'espère que ce roman d'Amélie Antoine vous plaira. Pareil, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir vos retours sur ce roman. À savoir, comme je vous disais tout à l'heure, la seule petite déception que j'ai, moi, en tout cas, c'est qu'au début du roman, je me suis un peu perdue avec les personnages, mais très vite on s'y retrouve. Et la fin. La fin est complètement changeante des autres fins d'Amélie Antoine. Voilà. On passe à un autre thriller psychologique avec une auteure qu'on ne présente plus. Allez, je vous donne un indice. Ça a été publié le 28 septembre 2022 chez les éditions Albin Michel. Tadam, padam. Non, ça vous aide pas? Mais allez, si, je suis sûre que vous avez trouvé. La couve de visage. Un titre parfaitement adapté à ce roman. Je vous parle donc de La doublure de Mélissa d'Acosta. Donc, encore une fois, la couverture m'a plu. Le côté un petit peu sombre, un peu noir, j'ai beaucoup aimé avec cette touche d'oranger qui fait ressortir la couve. Je l'ai trouvé nickel. J'ai englouti ces 597 pages en une nuit. Il est addictif. Si je devais résumer ce roman en quelques mots, je vous dirais hypnotisant, déroutant, envoûtant.
passion, faux semblant, emprise, qui manipule qui? C'est là-dedans, la réponse est dans ce chouette roman. Je vais vous résumer ce roman en essayant d'être la plus rapide possible et la plus précise. Alors, suite à une relation amoureuse, Evie décide de tout plaquer, de recommencer à zéro, de refaire sa vie. En cherchant du boulot, un nouvel emploi, elle fait la rencontre de Pierre, un peu une rencontre au hasard. Pierre marié à Clara, Clara étant peintre, et bah Pierre va lui proposer cet homme séduisant et charismatique, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'imagine. Pierre va lui proposer justement un emploi, devenir l'assistante artistique de sa femme Clara. Pour cela, Pierre a décidé de présenter Evie à sa femme Clara. Forcément, suite à une proposition un petit peu alléchante, un salaire bien rémunéré, une maison sublime, parce que oui, en plus, ce couple magnétique vont héberger Evie dans un cadre magnifique. Pierre et Clara vont bouleverser le quotidien d'Evie. Et Evie va pénétrer dans cette intimité. Intimité, c'est plutôt une ambiance malsaine. Ce trio va très vite devenir un triangle amoureux. Evie va devenir la doublure de Clara. La doublure se divise entre la lumière de Saint Paul de Vence et la noirceur des âmes. Entre sexe, drogue, alcool, musique, peinture, Evie et Clara et Pierre vont jouer à un jeu très dangereux. Tout au long de son roman, le lecteur se pose la question qui manipule qui. Alors, pour parler des personnages, Evie est présentée comme une jeune femme douce, réservée, innocente. Clara, c'est plutôt, elle est fascinante et fascinée par le romantisme noir. En revanche, Pierre, pour moi, en lisant ses pages, je le vois comme un homme beau, charismatique, fier peut-être de sa personne et fier de sa femme, de la carrière de sa femme. Oui, il est très fier et il l'encourage, il la met en haut de tout. Voilà, c'est trois personnalités complètement différentes. Cette histoire va nous emmener dans les abîmes de l'enfer. Ce roman, il est riche de travail, de références religieuses et de l'art. Je dirais pas que les personnages sont attachants, je dirais aussi que les personnages sont plutôt envoûtants, captivants et diaboliques. Alors entre dépendance affective, passion toxique, emprise, perversité, vous allez être complètement dérouté. Et ce qui est très rigolo, c'est que Melissa d'Acosta prend plaisir à jouer. Elle joue avec nos émotions. Elle va forcément vous emmener là où vous n'allez pas vous y attendre. Ouais, parce que j'ai beaucoup entendu de gens sur les réseaux dire « Ah, mais moi, la fin, je l'ai vue arriver. » Franchement, moi, absolument pas. La fin, je ne l'ai pas vue du tout, mais du tout arriver. L'auteur conjugue le drame avec un suspense incroyable. Tout en explorant l'âme humaine. La tension monte. Ça nous tient en haleine du début jusqu'à la fin du roman, où on veut absolument connaître la fin. Et pour moi, la fin était inimaginable. Très très forte, Mélissa. La plume, elle est puissante, elle est fine, elle est délicate, elle est juste. Et je trouve qu'elle a un don de nous décrire la psychologie des personnages. C'est envoûtant. Melissa d'Acosta nous livre une fin mais démentielle, magistrale. Ouais, franchement, mais si vous ne l'avez pas encore lu ce roman, mais lisez-le. Allez, cette fois-ci, on continue avec une autre catégorie de romans et plutôt d'un témoignage. Je vais vous parler de La Consolation de Flavie Flament. Alors, La Consolation a été adaptée en téléfilm sur France 3. La Consolation est un roman fort et poignant. Flavie Flament, elle a une plume très très sensible, très fine, très fluide, très sincère aussi. La Consolation, c'est une paix intérieure. Pourquoi une paix intérieure? C'est parce qu'en fait, Flavie Flament décide de briser le silence de Poupette. Poupette, c'était elle à l'adolescence. Donc, elle nous raconte en fait son adolescence et elle nous explique son viol. Oui, parce qu'elle a été violée par David Hamilton, le célèbre photographe.
Et elle nous narre aussi un petit peu la relation toxique qu'elle avait avec sa mère. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Flavie Flamand avait été abonnée au Père Absent et avait une mère qui, quand même, elle était un peu, excuse-moi Flavie, hein, mais ta mère, elle est un peu cinglée, quoi. Hein, on va pas se mentir. Cette mère, elle est complètement, elle est perchée, hein, vraiment. Hein. Puis alors là, alors pourquoi? Alors justement, en narrant cette histoire, elle dénonce aussi le silence coupable de sa maman, qui lui a fait subir à plusieurs reprises plusieurs humiliations. C'est pour ça, moi je vous invite à découvrir en fait l'histoire de Flavie Flamand, déjà de 1 pour dénoncer ces viols d'adolescentes et cette forme de maltraitance, puisque pour la petite histoire, Flavie Flamand avait eu de gros soucis de mémoire. Elle avait tellement étouffé ça, enfoui au fond d'un tiroir que cette histoire est revenue des années après. Elle a eu quelques flashs et elle s'est souvenue du viol de David Hamilton. Donc malheureusement, il y a prescription. Donc la seule manière de se libérer de ce fardeau, ça a été d'écrire. Et d'écrire cette histoire, peut-être aussi pour plusieurs victimes, pour qu'elles aient le courage de briser le silence. En tout cas, moi je dis bravo. Bravo Flavie d'avoir pris la parole, bravo d'avoir pris la plume, de nous avoir raconté tout ça. Et comme quoi que dans la vie, derrière un sourire, on peut cacher des tonnes et des tonnes de choses, dont beaucoup de malheur et de tristesse. Voilà, merci Flavie. Voici maintenant, on va enchaîner avec quelques réceptions que j'ai reçues. Donc, j'ai reçu la dernière réception, le dernier roman de Cathy Gallière qui s'appelle Le mystère d'Armance. À savoir, j'adore cet auteur. Pourquoi? Parce que j'étais tombée raide dingue fan de sa première trilogie. Je vous en parlerai un peu plus en détail la prochaine fois. Juste comme ça, je vous lis vite fait le résumé de la couve. D'ailleurs, bravo, moi j'adore la couve, je la trouve très sympa. Léopold découvre en rangeant les effets personnels d'Amber, son épouse récemment décédée, un test de paternité que lui avait envoyé Armance, son amour de jeunesse et qu'Amber avait caché sciemment durant toutes ces années. Pleine de mystères encore ça. Aurait-il vraiment mis au monde son enfant ou s'agit-il d'autre chose? Armance représente pour Léopold un amour si pur, un amour si rare qu'il hante encore aujourd'hui. De secret en message codé, Léopold découvrira une vérité parfois effrayante, parfois poignante, qui l'entraînera bien plus loin de ce qu'il aurait pu imaginer. Ouais, donc ça c'est une parution chez les éditions des mots qui trottent. Alors ouais, je pense que ça va être un livre riche en suspense et en rebondissement. On en reparle très vite. J'ai reçu également Je cueillerai la vie et je te l'offrirai. Donc celle-ci, elle fait partie de mes prochaines lectures. Pareil, je vous en parlerai je vous en parlerai prochainement sur un nouveau vlog. J'ai reçu également Mes nuits avec Emma B. Cette fois-ci, c'est avec les éditions des presses littéraires. Je trouve que la couve est sympa. J'aime bien. Ça fait un peu girly, j'aime bien. J'ai reçu aussi Les crimes de nos pères, qui est apparu chez Albin Michel, Asa Larsson, Les crimes de nos pères. Et j'ai également reçu Le manoir des sacrifiés d'Olivier Merle, voilà, qui va être pour moi une découverte car je ne connais pas, je n'ai jamais lu, parce que si je connais de nom, mais je n'ai jamais lu Olivier Merle. Donc pour moi, ça va être une grande première et c'est un thriller. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir. En plus, je m'interroge beaucoup sur la couve. Je la trouve sombre et obscure. On verra. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner sur les backstage de Julie afin de ne rater aucune vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.